notre ami Éric Routhier n'est pas un perdreau de l'année, comme on dit. C'est quelqu'un qui a enquêté sur des domaines hypersensibles. Bon, mais il s'est fait court-circuiter, il s'est fait quelque part avoir. Donc, c'est pas non plus... nul n'est à l'abri de ce genre d'informations où on fonce parce qu'on pense qu'on a une source fiable. Or, eh bien, il en faut au moins 2, voire 3. C'est quand même le minimum. Alors, ce scoop, c'est un double détente, parce que ça peut être aussi le résultat d'un travail d'investigation qui, paradoxalement, aura demandé beaucoup de temps pour y arriver. Et puis, troisièmement, c'est aussi quelque chose de peu injuste, parce qu'il en va du scoop comme de la pêche à la ligne. Ben, parfois, ça mord, mais il suffisait d'être là au bon moment. Donc, première contrainte, la contrainte, on travaille au présent immédiat. Deuxième contrainte, la pression de l'actualité. L'actualité, ce serait presque de l'autopression parce que c'est une pure construction journalistique, variable selon les journaux, les pays, et également selon les lignes rédactionnelles. Mais il y a un code commun dans l'actualité qui est une notion absolument pas scientifique du tout, et je n'ai pas trouvé l'équivalent, qui s'appelle l'ère du temps. Alors, pour dire que c'est variable selon les journaux et les lignes éditoriales, le jour de la perquisition spectaculaire à Villiers-le-Bel, il y avait 1 million de policiers en banlieue. Eh bien, TF1, le journal de 13 heures, a ouvert sur les gelées en Lorraine. Donc, c'est éminemment... ça dépend des lignes éditoriales. Paradoxalement, c'est aussi... attention, c'est un journal qui est très regardé, ne l'oublions pas. Paradoxalement, c'est aussi l'actualité qui délimite le champ de l'information. Alors, Balzac parlait des bâtons flottants de l'actualité, des choses qui émergent de la réalité sociale, ce qu'on appelle les événements, l'ère du temps. Et dans le monde de la presse, on sait à peu près les grandes lignes de ce qui fait événement. Ce sont les grands rendez-vous avec la société, les rendez-vous politiques, les rendez-vous sportifs. Ce sont les faits spectaculaires. Mais un fait spectaculaire ne constitue pas en soi un événement, puisque d'autres paramètres interviennent. Il faut qu'il soit suffisamment proche, que ce soit chronologiquement dans le temps, que ce soit géographiquement, que ce soit socialement. Le même fait fera événement à un moment et n'en sera pas à un autre. On ne sait pas exactement pourquoi. On a écrit beaucoup d'articles sur l'amiante avant que l'amiante devienne un fait qui devienne un événement. Très souvent, un fait devient un événement par sa dimension émotionnelle. Or, en jouant trop sur ce registre, le journaliste introduit une confusion entre l'émetteur et le récepteur. Cet appel à l'identification entre l'émetteur et les récepteurs est aussi à l'opposé d'une démarche journalistique qui doit conduire le récepteur à une position de sujet critique. C'est la caractéristique d'une presse populiste, cette confusion, mais aussi d'une technique dont on use largement. Des titres comme Le Parisien ou la presse locale ne s'en privent pas. C'est ce qu'on appelle le micro-trottoir. Et troisième contrainte, un journaliste doit plaire à ses lecteurs. Ce sont eux qui assurent l'équilibre économique des médias et au-delà leur légitimité et leur indépendance. Il y a là effectivement une contradiction que doit gérer tout journaliste, toute rédaction. Ne pas se laisser enfermer dans la course à l'audimat, tout en se souvenant que toute l'expertise professionnelle consiste à écrire pour être lu, produire pour être vu. Au passage, je précise qu'on écrit aussi bien avec un ordinateur, une caméra ou un appareil photo. Je ne l'ai pas dit au départ. Ou un micro. Donc, jusqu'où le journaliste peut-il entrer dans une logique de communication, voire d'animation? À partir de quand, en y entrant, perd-il de sa spécificité? S'il n'y a pas d'information sans communication, à partir de quel moment l'hypertrophie de la communication transforme-t-elle le journaliste en animateur? C'est un phénomène qui touche principalement le journaliste télévisuel. Un animateur est là pour mettre en valeur ses invités. Le nombre de talk-shows que vous voyez, que ce soit sur Canal ou sur toutes les chaînes, c'est souvent de la promotion qui emprunte pourtant aux techniques journalistiques. C'est de l'interview. L'interview est précédée d'un pitch, d'un résumé. C'est l'équivalent de ce qu'on fait quand on fait un chapeau en presse écrite. Mais ça a l'air d'être du journalisme, mais apparemment, mais ça n'en est pas. Ça en a l'odeur, mais ça n'en est pas. Donc,
Ces trois contraintes sont des contraintes, vous imaginez bien, qui sont contradictoires. Donc on est toujours, c'est un métier où l'expertise professionnelle consiste à être sur le fil du rasoir. Et un fil du rasoir qui s'est encore étroitisé, je ne trouve pas le mot exact, c'est l'effet Internet. Est-ce que l'effet Internet sonne-t-il la fin du journalisme dit moderne, celui qu'on enseigne encore dans les écoles, et qui date du siècle dernier quand même? Internet a introduit la concurrence. Le surfeur va directement, il a accès à l'AFP, il a accès au DPH, il a accès à une masse d'informations. Moi, je trouve que c'est très intéressant, à condition, effectivement, qu'on intègre la lecture d'Internet dans les apprentissages. L'enrichissement Internet a profondément modifié l'exercice du métier de journaliste, pour peu qu'il le veuille et soit formé à la vérification. La plupart des gens de ma génération ont débuté il y a une trentaine d'années et n'ont pas débuté avec Internet. Donc ça a été, dès qu'on a commencé à avoir cette masse d'informations, on a été obligé de se recycler sérieusement, de manière à apprendre, à remonter les chaînes d'Internet pour savoir, par exemple, derrière une déclaration des droits de l'homme en Tunisie, un peu ambiguë, mais intéressante quand même, que c'était quand même le gouvernement de Ben Ali qui finançait la fameuse Association des droits de l'homme tunisiens. Ça, c'est des chaînes d'information qu'on apprend à remonter en pratiquant un certain nombre d'opérations. Mais en même temps, c'est un enrichissement extraordinaire parce qu'on a accès à une documentation fantastique. Or, avant, on avait des documentalistes de presse, maintenant, on n'en a plus. On travaille nous-mêmes ce secteur-là. Donc c'est aussi un nouveau support. La plupart des rédactions, celles des quotidiens comme des news, ont des blogs professionnels, ont des rédactions Internet, ça s'appelle. Le Figaro a 50 journalistes qui travaillent que pour Internet, que pour le site du Figaro. Des sites comme rue89.com sont fabriqués uniquement par des journalistes professionnels. Une autre équipe composée de plusieurs anciens journalistes du Monde et dirigée par Edoui Plenel est en train de tester Mediapart. Ce sera un site d'information payant. D'ailleurs, en ce moment, il était à 17h, il était sur Inter pour expliquer exactement plus avant ses projets. Alors là, on peut faire une autre opération, c'est que maintenant, on peut podcaster la radio et archiver aussi. C'est des choses absolument fantastiques. Mais Internet fait aussi bouger les frontières de l'information et notamment le rapport public-privé. Alors je prends un exemple, c'est celui de l'information majeure du Salon de l'agriculture, du dernier Salon de l'agriculture. Alors, était-ce le rapport entre production et formation des prix des denrées alimentaires? Le sujet est pertinent quand même par les temps qui courent. Était-ce l'industrialisation de l'agriculture et les écosystèmes? Autre sujet pertinent. Était-ce le rôle des lobbies dans l'agrochimie? Autre sujet. Eh bien non, repris à satiété, ce sera le fameux Casse-toi pauvre con. Et là, je pense qu'il convient de s'interroger parce qu'il n'est pas sûr que la valeur de l'information y gagne. Hein? Et il est d'autant plus nécessaire de s'interroger, c'est que le piège se referme sur nous tous, sur tous les journalistes, parce que une équipe de quotidien le lendemain matin ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus. Donc comment le traiter, comment le retraiter, quelle mise en perspective faire, c'était quand même à la lumière des critères que je vous ai définis, c'était quand même quelque chose d'assez délicat à gérer. Mais pas gérable, hein, mais bon. C'est pas comme ça que ça a été géré. Il me reste 1 minute et une demi-page, donc on va aller très vite. Bon, et ça induit quelque chose d'important, c'est que nul n'est à l'abri d'un téléphone portable. Et la schizophrénie des élites ira croissant. Comme croissent et se multiplient les filtres avec tous les communicants qui sont mis en place, qui les rassurent, aux besoins font barrage, flattent la paresse naturelle des journalistes, hein, en leur fournissant des dossiers de presse. Par moment, on n'a qu'à recopier, on ne sait pas quoi écrire, c'est parfait. Sauf qu'il n'y a pas d'information originale. L'invasion du monde de la communication, la création de faux événements, les stratégies de communication institutionnelles, d'entreprises, sont des écrans de fumée
qui s'annoncent souvent comme participants à la fameuse transparence. Je le fais remarquer au passage. Et enfin, dernier avatar, et là, là on a l'exemple dans le Figaro d'aujourd'hui, en matière de communication, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Je ne sais pas si vous lisez la chronique de Salmon dans Le Monde du samedi. Moi, je me régale tous les samedis en ce moment. Et son bouquin aussi est intéressant. On nous a expliqué qu'il n'y a que les histoires qui captivent le public. Donc, si on veut être lu, il faut qu'on raconte des histoires. Et si on veut calmer les gens, des contes, c'est encore mieux. Donc, il faut créer des sagas, interpeller l'imaginaire du public. C'est un concept qui nous vient du monde du management, via celui de la publicité. Donc, je passe un petit peu sur l'origine de ce concept-là. En tout cas, il faut créer des univers. Et Christian Salmon appelle ça, j'aime beaucoup, une arme de distraction massive. Donc, la communication politique, et singulièrement celle de la dernière campagne présidentielle en France, c'est quand même largement inspiré de ces méthodes, en usage outre-Atlantique depuis les années 90. On remplace les binômes droite-gauche qu'on déclare dépassés, mais ça c'est aussi je ne dis pas qu'il ne faut pas les déclarer dépassés, je dis qu'on les a déclarés dépassés, et maintenant, en termes de communication, il faut parler de winner et de loser, il faut inventer la bonne mère opposée au dynamique jeune homme, il faut des héros. Et je vous invite à regarder Le Monde de jeudi dernier, le traitement qui a été donné à l'affaire de l'UIMM et les portraits qui sont apparus à partir de mercredi de Madame Parizeau sont tout à fait intéressants de ce point de vue-là. Mais plus proche de nous, c'est la page 24, le portrait de la page 24 du Figaro d'aujourd'hui, qui présente Raoul Gandhi, l'héritier sort de l'ombre. On est en plein storytelling. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre. Hein, j'estime qu'il y a des journaux spécialisés là-dedans. Ils s'appellent Gala, ils s'appellent Point de vue et Image du Monde, et ils sont faits par des journalistes compétents. Simplement, ils annoncent la couleur. Je vais vous raconter une histoire. Là, maintenant, ça contamine, entre guillemets, en quelque sorte, tous nos titres. Et voilà, je conclurai en vous disant une chose. Aujourd'hui, il était une fois un monde où la réalité et la fiction copulent et cohabitent, selon la formule de mes confrères de rue89.com, je ne l'ai pas inventé. Et là, je dis, un monde où nous devrons apprendre non plus seulement à distinguer l'effet du commentaire, mais l'effet de la fable, à moins de se raconter des histoires.